Pourquoi la faiblesse de la Russie se manifeste-t-elle dans la chute de l'administration de Bachar el-Assad en Syrie? Le fait que la chute du régime ait eu lieu sur un continent très différent de celui où la Russie tente de projeter sa domination par le biais de son opération militaire spéciale en Ukraine rend la question intrigante. Pour Vladimir Poutine, le président de la Russie, le pouvoir est tout ce qu'il y a de plus important. Il est la pierre angulaire de tout son règne. Sa forme autocratique de gouvernance est gravement menacée par l'érosion de ce pouvoir et avec la chute de Bachar el-Assad, c'est précisément ce qui s'est produit. La Russie a subi un coup dur avec la chute de l'ancien tyran syrien, se révélant comme un tigre de papier géopolitique qui n'est plus en mesure d'imposer le respect que Poutine recherche tant sur la scène internationale. Pourquoi? Nous aborderons ce sujet dans cette vidéo en examinant toutes les façons dont le renversement d'Assad démontre la faiblesse croissante de la Russie. Nous commencerons par expliquer la raison d'être de l'engagement initial de la Russie en Syrie. Un point d'appui au Moyen-Orient, environ 4 ans après le début de la guerre civile en Syrie. En 2015, la Russie a pris la décision de soutenir fermement Assad, le dirigeant autocratique du pays. Dans le cadre d'un renforcement militaire visant à permettre aux soldats russes d'établir une présence en soutien à Assad, des chars et des pièces d'artillerie ont été envoyés en Syrie en septembre de cette année-là. 7 T-90, les chars de service russes les plus prestigieux et les plus contemporains, figuraient parmi les chars, démontrant le sérieux de Poutine dans sa volonté de mettre la main sur le marché du Moyen-Orient. Naturellement, aucune de ces aides n'a été fournie sans contrepartie. Assad a retourné la bienveillance militaire de Poutine en lui offrant son amitié et des bases à l'intérieur de la Syrie, tandis que des centaines de soldats russes sont devenus des milliers à y être stationnés. Le début des années 2020 a été marqué par une période de calme relatif, du moins en ce qui concerne le statut d'Assad en tant que dirigeant du pays, et a renforcé le pouvoir du dictateur syrien après qu'Assad, avec l'aide de la Russie, de l'Iran et du Hezbollah, a mis fin à la rébellion qui a débouché sur la guerre civile syrienne. L'engagement de la Russie en Syrie a conduit à sa prospérité. Deux beaux de 49 ans, l'un pour un port naval à Tartous et l'autre pour une base aérienne à Meymim, font partie de la présence militaire étendue de Poutine en Syrie. Cette présence n'a cessé de s'étendre. La Russie a pu envoyer des dizaines de milliers de soldats en Syrie grâce à ces installations. Toutefois, après le début de l'opération militaire spéciale de Poutine en Ukraine, leur nombre a diminué. Les deux avant-postes étaient toujours sous la protection des troupes russes, qui mettaient également en place d'autres installations militaires en Syrie. Selon le Washington Post, la Russie a construit au moins 2 bases aériennes supplémentaires au cours de cette période, ainsi que 2 sites pour ses systèmes de défense aérienne S-400 ensemble. Ces bases constituent le bastion russe au Moyen-Orient. Elles ont permis à la Russie de faire de la Syrie un État client et de coopérer avec d'autres acteurs régionaux puissants, dont l'Iran. Ces bases connaissent aujourd'hui un sort incertain. Avec le renversement d'Assad, il est possible que les forces d'opposition qui gouvernent actuellement la Syrie expulsent la Russie du pays. Naturellement, la Russie s'efforcera d'empêcher que cela ne se produise. Elle affirme déjà qu'elle communique avec l'opposition armée en Syrie. En outre, selon le Washington Post, il ne semble pas y avoir de preuves que les soldats russes aient quitté les bases de Meymim et de Tartus. Toutefois, comme vous le verrez dans un instant, ces informations pourraient être inexactes. Cependant, il est tout aussi indéniable que la position de la Russie en Syrie est précaire. Toutes les bases du pays sont en état d'alerte selon le ministère des Affaires étrangères, bien qu'elles ne soient pas menacées de manière significative à l'heure actuelle. Cela semble être une contradiction dans les termes et cela implique que la Russie n'a pas encore une vision claire de son avenir en Syrie. Sous Assad, Moscou disposait d'une base solide au Moyen-Orient, ce qui lui permettait d'y exercer une influence politique. Ce point d'appui semble aujourd'hui se dérober sous ses pieds. La Russie peut encore être en mesure de maintenir sa présence en Syrie en négociant avec les forces rebelles, mais les dirigeants de ces forces seront-ils aussi intéressés par une collaboration avec la Russie ou une soumission à Poutine qu'Assad l'était? Cela semble peu probable. Il est donc probable que la Russie ait été sérieusement affaiblie car elle n'aura plus le même impact qu'auparavant, même si elle est en mesure de conserver ses bases en Syrie. La Russie semble en être consciente. Des images satellites suggèrent que le contraire est en train de se produire, malgré l'affirmation du Washington Post, selon laquelle la Russie tente de rester dans ses installations syriennes. L'une de ces images, prise entre le 1R et le 3 décembre, semble montrer les frégates russes Amiral Gorshkov et Amiral Golovko quittant la base de Tartu accompagnés d'un patrouilleur appelé Grirovitch et de 2 pétroliers. Ce n'est pas le comportement d'une nation qui a confiance en sa capacité à conserver son influence en Syrie. Alors que les rebelles du HTS commençaient à attaquer Assad, ces navires s'échappaient, démontrant le manque de soutien de l'ancien dirigeant syrien de la part de son prétendu ami. La situation des forces russes sur le terrain n'était guère meilleure. Dans une vidéo fournie par Sophia Research AX, on voit des combattants du HTS se déplacer dans la base de l'école de véhicules blindés commune à la Syrie et à la Russie.
Russie, près de Hama. Il n'y a plus de troupes sur le site, qui est une ville militaire fantôme, mais plusieurs voitures et chars russes y sont encore stationnés. La Russie a non seulement quitté la base, mais elle l'a fait si rapidement qu'elle a laissé derrière elle des équipements coûteux. Une autre indication de la vulnérabilité croissante de la Russie est évidente, s'appuyant sur l'espoir ténu que les rebelles décideront d'une manière ou d'une autre que c'est une bonne idée de garder les troupes russes qui les ont opprimées pendant si longtemps. Elle a volontairement abandonné son point d'appui au Moyen-Orient et a abandonné des bases alors que les forces du HTS n'avaient pas encore renversé Assad. La Russie tente à présent de limiter les dégâts, comme à son habitude. Le Kremlin affirme que la Russie n'est pas à blâmer pour ce qui s'est passé en Syrie. Pour tenter d'attribuer les responsabilités, le Kremlin utilise ses représentants dans les médias russes pour accuser l'armée syrienne d'être la seule responsable de la chute du pays. Evgeny Kissilev, présentateur d'un programme d'information hebdomadaire de la télévision d'État, affirme qu'à Alep, par exemple, les emplois ont été abandonnés pratiquement sans protestation, malgré le fait que les troupes gouvernementales étaient plus nombreuses et mieux équipées que la partie adverse. Les sites fortifiés se sont rendus les uns après les autres avant d'être détruits par les bombardements. Kissilev semblant faire écho à l'affirmation du Kremlin selon laquelle Assad aurait dû être en mesure de se défendre contre l'avancée des HTS, a déclaré que l'ensemble de la situation était un mystère. Cependant, Assad a échoué et la Russie affirme aujourd'hui qu'elle n'aurait pas pu faire grand-chose pour empêcher la chute du dictateur. Cependant, les images satellites montrant des véhicules blindés abandonnés et des navires russes s'échappant de la plus importante station navale syrienne prouvent le contraire. La Russie aurait aidé Assad à se maintenir au pouvoir, mais elle n'a pas pu le faire en raison de la pénurie de main-d'œuvre dans la région. Elle a donc décidé de se retirer rapidement et d'abandonner une armée syrienne qui dépendait essentiellement des forces russes. La Russie n'a lancé que quelques frappes aériennes ciblées en réaction au raid du HTS, et même celles-ci ne semblaient pas viser des cibles militaires. Par exemple, le 2 décembre, 5 installations médicales dans le bastion du HTS à Idlib ont été touchées par des attaques aériennes, faisant 18 morts et au moins 35 blessés. Avec sa maigre assistance aérienne à Assad, la Russie a semblé viser des personnes, mais elle a finalement changé d'avis et tenté de quitter complètement la Syrie. Bien que le Kremlin ait blâmé l'armée syrienne, la vérité est que la Russie n'a pas été en mesure de protéger son État client d'une attaque, et ce n'est pas la première fois dans l'histoire récente que cela se produit. Selon le Center for European Policy Analysis, CPI, l'effondrement de la Syrie souligne l'incapacité de la Russie à assumer la responsabilité qu'elle s'est assignée en tant que garant de la sécurité des pays placés sous sa protection. Bien qu'elle dispose de 114 bases militaires réparties sur l'ensemble du territoire syrien, elle n'a pas réussi à s'imposer dans ce pays, ainsi que dans un certain nombre d'autres nations. Prenons l'exemple de l'Arménie. En septembre 2023, l'Azerbaïdjan a lancé une campagne de lutte contre le terrorisme dans le Haut-Karabakh dans le but de désarmer les soldats arméniens. Il a réussi à s'emparer de la région que l'Arménie appelle Artsakh et à chasser les forces d'occupation en moins d'une journée. Pourquoi est-ce important à la lumière du déclin de la Russie? À l'époque de cette opération, Poutine et ses alliés soutenaient l'Arménie. Selon le CEPA, après la mort d'un officier supérieur russe, les soldats arméniens qui se sont rendus dans le Haut-Karabakh étaient accompagnés par des soldats de la paix russe qui ne se sont pas opposés à eux. Environ 120 Arméniens ont été contraints de quitter la région par l'Azerbaïdjan, tandis que la Russie n'a fait que regarder. L'Arménie n'a pas apprécié. Le Premier ministre Nikol Pachinian a ouvertement critiqué l'organisation du traité de sécurité collective, OTSC, un substitut de l'OTAN dirigé par la Russie et créé à la suite de la tragédie du Haut-Karabakh. Le soutien du pays à l'adhésion à l'OTSC n'étant plus que de 17%, le pays a fini par quitter l'alliance. En revanche, 29% des Arméniens étaient favorables à l'adhésion à l'OTAN à la même époque. Pour souligner davantage le mécontentement de l'Arménie face à l'incapacité de la Russie à l'aider à défendre son territoire, le pays a adhéré à la Cour pénale internationale, CPI, en juin 2024, selon un mandat d'arrêt de la CPI datant de mars 2023. Cette adhésion implique l'obligation de détenir M. Poutine. M. Pachinian a également accusé la Russie de préparer une guerre contre nous avec l'Azerbaïdjan et de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles envers l'Arménie au moment même où celle-ci adhérait à la CPI. L'incapacité de Poutine à défendre l'Arménie a entraîné la perte soudaine d'un autre ami russe. Ce modèle d'échec russe est présent ailleurs dans l'OTSC et nous en sommes actuellement témoins en Syrie. Par exemple, le CBR note qu'une question de frontière entre le Kirghizistan et le Tadjikistan, tous deux membres de l'OTSC, a été résolue par une médiation menée par la Turquie en janvier 2024 plutôt que par la Russie. Rappelons que la Russie est censée être en charge de l'OTSC mais qu'elle n'a rien fait pour aider le Kirghizistan pendant le conflit frontalier et a plutôt laissé une autre nation le régler, gagnant ainsi la faveur des deux membres de l'OTSC. Tout ceci suggère que la nation est trop faible pour se protéger et que cette faiblesse conduit à une perte d'autorité. L'ancrage au Moyen-Orient s'érode, les membres de l'OTSC quittent le groupe ou se tournent vers d'autres pays que la Russie pour résoudre leur conflit.
L'exemple le plus important et le plus récent de ce que nous savons depuis plus d'un an est le renversement d'Assad en Syrie. La Fédération de Russie de Poutine s'effondre. La question qui s'impose est de savoir pourquoi. La réponse met davantage en évidence le déclin de la Russie, en particulier lorsque Poutine a lancé son opération militaire spéciale en février 2022. Le conflit en Ukraine est en grande partie responsable de l'incapacité actuelle de la Russie à protéger ses alliés. Comme le note SIPA, la Russie consacre 300 héros de ses hommes à ce combat sans tenir compte de ceux qui ont été tués ou blessés en cours de route. Les combats sont également marqués par de graves pertes d'équipement qui limitent la capacité de Moscou à transférer des troupes ou des armes vers d'autres lieux. Au 10 décembre, la Russie avait perdu 755 940 soldats selon le ministère ukrainien des Finances. Des nouvelles faisant état de pertes bien plus importantes sont rapportées chaque jour. En Ukraine, plus de 900 chars russes ont été endommagés ou rendus inopérants. La Russie a perdu des centaines, voire des milliers d'avions, d'hélicoptères, d'armes antiaériennes, de véhicules blindés de combat et plus de 21 zéro-pièces d'artillerie. Alors qu'elle perd plus de soldats que jamais au combat en Ukraine, la nation est en train de perdre tout son équipement. En novembre, la Russie a battu à 2 reprises son propre record du plus grand nombre de victimes en une seule journée lors du conflit en Ukraine, atteignant d'abord un 950 le 12 novembre, puis 230 le 28 novembre. Au milieu de sa contre-offensive à Koursk et de sa pression incessante sur l'Ukraine dans le Donbass, la Russie a perdu 45 680 hommes au cours du mois qui s'est achevé par cette dernière journée record, comme le montrent les 11-0 à 12-0 soldats nord-coréens qui participent actuellement à la contre-offensive de Koursk. La situation de la Russie en matière de main-d'œuvre est si grave qu'elle dépend désormais de l'aide de la Corée du Nord. Prenez le temps d'y réfléchir. Poutine a été contraint de se ranger du côté d'un des rares pays au monde qui est plus isolé que le sien en termes de géopolitique mondiale, en raison des graves pertes subies par la Russie en Ukraine. Permettre aux soldats nord-coréens de rejoindre la Russie est un signe de désespoir et montre à quel point il est difficile pour la Russie de maintenir le hachoir à viande qu'elle a construit en Ukraine. En outre, l'incapacité de la Russie à porter des coups décisifs dans ses propres batailles est démontrée par le fait qu'en près de 3 ans de conflit, la nation a éliminé un grand nombre de ses propres citoyens dans le cadre d'une opération qui était censée s'achever en moins d'une semaine. De plus, elle est bien trop épuisée pour le faire à l'heure actuelle. La seule option de Poutine est de continuer à mettre dans son hachoir des troupes de plus en plus mal en point dans l'espoir que la pression sera suffisante pour l'aider à vaincre l'Ukraine. Au milieu de tant de pertes, il a vraiment besoin de cette victoire. Par conséquent, le renversement d'Assad démontre la vulnérabilité de la Russie à plusieurs égards. Poutine ne dispose plus de la base moyen-orientale qu'il avait si méticuleusement construite lors de l'engagement de la Russie en Syrie en 2015, alors que de nouvelles indications de la faiblesse russe émergent de sa réponse inadéquate aux frappes des rebelles du HTS et de son retrait des bases militaires stratégiques autour de la Syrie. Il est maintenant contraint d'attendre que le HTS trouve une cause pour maintenir ses hommes dans le pays, du moins ceux qui restent. La Syrie est représentative de l'incapacité de la Russie à défendre ses clients et ses gouvernements satellites, alors qu'elle a subi de lourdes pertes matérielles et humaines en Ukraine. Et ce n'est pas tout. La situation en Syrie ne fait que valider les événements qui se sont produits en Ukraine et ailleurs ces dernières années. Poutine veut faire croire que les armes russes sont beaucoup plus puissantes qu'elles ne le sont en réalité. Comme nous l'avons vu, la participation de la Russie à la guerre civile syrienne en 2015 s'est traduite par le transfert de chars T-90 vers la Syrie. Ce n'étaient donc pas les seules armes russes présentes dans le pays au moment de l'assaut de HTS. Comme le note Defense Express, les troupes rebelles qui ont pris le contrôle de la Syrie traitent les armes russes comme des trophées et plusieurs navires étaient également stationnés dans le pays. Des photos montrent les rebelles s'emparant de systèmes de défense antiaérienne Pantsir S-1. Lorsque les rebelles ont pris le contrôle de la base aérienne de Quirus, ils ont également réussi à s'emparer d'hélicoptères, de bombes aériennes et d'un certain nombre d'avions, dont un L-39. Les HTS ont acquis des missiles solaires Strela 10. La question qui se pose est de savoir pourquoi ces armes n'ont pas été déployées contre les soldats rebelles. Au lieu d'essayer de les utiliser, les forces russes les ont peut-être abandonnées aux mains des HTS car elles ne sont tout simplement pas assez puissantes pour faire le travail. Cela indique simplement que les armes russes ne fonctionnent pas comme prévu. SIPA ajoute que depuis la fin du mois d'octobre, le Hezbollah a perdu environ 4 soldats, dont la majorité étaient équipés d'armes légères russes. Presque tous les systèmes aériens S-300 de fabrication russe, basés en Iran, ont également été complètement détruits par les bombardements israéliens et ces lanceurs de missiles n'ont pas réussi à frapper les missiles ou les bombes d'Israël en guise de représailles. L'équipement destiné à protéger les nations où il était stationné a été perdu dans l'abondance. Les anciens acheteurs d'armes de la Russie ont également commencé à exprimer leurs inquiétudes quant à la véritable faiblesse de son arsenal. L'Inde a annulé plusieurs de ses intentions de travailler avec la Russie pour construire des armes ensemble, selon un rapport de la BBC Ukraine du 3 décembre. Un projet de location d'un sous-marin nucléaire russe pour former
former le personnel indien a également été abandonné quelques mois avant la chute d'Assad, tout comme les discussions visant à produire conjointement des avions de chasse et des hélicoptères modernes. À l'heure actuelle, l'Inde ne possède que 2 navires de guerre et des batteries pour l'un de ses boucliers antimissiles commandés à la Russie. Ces 2 équipements ont été acquis avant le conflit en Ukraine. L'importance de l'Inde dans le commerce des armes de la Russie ne doit pas être sous-estimée. En 2009, l'Inde, premier importateur d'armes au monde, a acheté 76% de ses armes à la Russie. En 2023, ce pourcentage tombera à 36%, les pays alignés sur l'OTAN comblant la différence. On peut affirmer que la baisse des volumes d'achat de l'Inde résulte directement du fait que les ressources de la Russie sont détournées par le conflit en Ukraine, ce qui est en soi une indication de la faiblesse de la Russie. Toutefois, il est également possible que l'Inde soit parvenue à la conclusion que les équipements de l'OTAN sont nettement supérieurs aux armes russes de qualité médiocre qu'elle achetait après avoir vu la force russe, bien plus importante, échouer à s'emparer de l'Ukraine sur une période de près de 3 ans. Depuis le début de l'année 2023, nous avons assisté à un déclin comparable des armements russes en Asie du Sud-Est. La Russie a vendu pour 11 milliards de dollars d'armement au cours des 2 décennies qui ont précédé la campagne militaire spéciale de Poutine, ce qui fait d'elle le plus grand marchand d'armes de la région. Toutefois, même à cette époque, les pays continuaient à se retirer des accords. Par exemple, l'Indonésie a annulé sa commande de Su-35 russes, tandis que les Philippines ont décidé de ne pas acheter les hélicoptères russes qu'elles avaient commandés dans les années 2010. Selon The Economist, la Corée du Sud est intervenue pour combler le vide laissé par la forte baisse des ventes d'armement régionales de la Russie depuis le début du conflit en Ukraine. Tous ces éléments confirment la fragilité de la Russie. Avant le début du conflit en Ukraine, les nations s'éloignaient de ses armes et la Russie a montré à plusieurs reprises au cours du conflit que son armement loué n'était pas aussi puissant que le prétendait Poutine. Ce qui devenait évident n'a été que renforcé par ce qui s'est passé en Syrie. Les armes russes ne sont pas fonctionnelles. La décision des troupes russes de renoncer à leurs armes plutôt que d'engager le combat avec les forces du HDS est venue conforter cette idée. Et cela nous amène à la dernière façon dont la faiblesse de la Russie a été exposée par l'effondrement de la Syrie. Elle amènera les partenaires de la Russie à reconsidérer leurs futures alliances avec le pays. Imaginez que vous quittiez la Corée du Nord en ce moment même. Vous et Poutine avez signé un traité de défense conjoint à l'été 2024 et la Russie a promis de vous soutenir si jamais vous êtes attaqué sur votre territoire. Vous apprenez les événements en Syrie environ 6 mois plus tard. Les troupes de Poutine n'ont rien fait d'autre que de lancer quelques frappes aériennes avant de quitter la région après qu'un allié russe crucial a été envahi. À présent, combien vaudrait votre contrat de défense? Était-ce vraiment une bonne idée de coucher avec la Russie? Des pays comme la Corée du Nord et d'autres alliés de la Russie dans le cadre de l'OTSC se poseront désormais ce genre de questions. La Chine et l'Iran pourraient être dans le même bateau. Les événements en Syrie et, dans une moindre mesure, en Arménie montrent à quel point ces pays peuvent faire confiance à la parole de Poutine qui leur assure qu'en cas de crise, la Russie les soutiendra. Les promesses de la Russie en matière de sécurité sont de plus en plus considérées comme irréalisables, comme le note le CIPA. C'est le signe d'une nation puissante en parole mais faible en son acte. Cette faiblesse fondée sur l'action pourrait porter à la Russie le coup le plus dur à ce jour. La Syrie et toute l'influence qu'elle exerçait au Moyen-Orient ont déjà été perdues. À l'avenir, elle pourrait perdre ses liens avec d'autres alliés et les personnes qu'elle protège, ce qui éroderait encore plus sa force. Après tout, après ce qui est arrivé à Assad, quel pays penserait qu'il peut désormais compter sur une intervention russe? Peut-être connaissez-vous la réponse à cette question. Veuillez partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous concernant toutes ces indications de la vulnérabilité de la Russie et leurs implications pour Poutine à l'approche de 2025. Comme toujours, nous vous remercions d'avoir visionné la vidéo